Il y a plein de situations où vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez ressentir de la peur, vous pouvez ressentir des émotions fortes, alors qu'il n'y a même pas de problème dans la réalité. Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y a des choses qui m'ont retenu, on va dire, notamment quelques allergies saisonnières. Euh, alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet fondamental qui a certainement amené pas mal d'entre vous justement à vous interroger sur votre fonctionnement, à vouloir à vous intéresser au développement personnel, à vous remettre en cause. Il s'agit évidemment de la peur. Alors, la peur, vous le sentez certainement dans votre vie, il y a des peurs qui pourraient paraître en quelque sorte justifiées et d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est pas évident de comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette distinction. Déjà, je vais partir sur une étude que j'avais vue il y a déjà pas mal d'années. J'avais lu que, alors le chiffre exact, je crois que c'était 92%. 92% des peurs de l'être humain ne sont pas réelles. Dit autrement, elles sont illusoires. Ça paraît énorme. Et pourtant, bah, ça colle bien à une réalité. Alors quelle est justement cette différence entre peur réelle ou peur illusoire? Qu'est-ce qui fait qu'on va parler de peur réelle ou de peur illusoire? La peur réelle, elle est en lien avec un danger immédiat pour notre survie. C'est la même peur que vous observez chez les animaux. Hein. Par exemple, un animal, euh, dès qu'il va sortir de son terrier pour aller chercher de la nourriture, bah, vous allez voir, il va regarder dans toutes les directions. Il va regarder voilà, s'il n'y a pas un prédateur, s'il n'y a pas un danger quelque part. Dès qu'il va entendre un bruit, il va être à l'affût. Et regardez, même les animaux qui habitent aujourd'hui nos grandes villes, qui sont quand même moins exposés au danger, sont toujours dans une forme d'attention, d'hypervigilance. Regardez par exemple les pigeons qui se baladent par terre. Alors ils savent visiblement qu'ils craignent pas grand-chose. Hein. C'est pour ça qu'ils s'approchent autant des êtres humains, qu'ils vont pas hésiter à manger tout ce qui traîne par terre à la terrasse d'un restaurant par exemple. Mais voilà, ils sont à l'affût. S'ils voient un être humain qui marche et qui s'approche un peu trop d'eux, ils vont avoir tendance à s'écarter. Donc ça, ben, c'est notre cerveau primitif qui est programmé pour la survie. Hein. On pourrait dire que c'est instinctif. Il y a une part de nous qui est toujours à l'affût du danger. Et c'est ce qui a permis à nos ancêtres, avec leurs conditions de vie si difficiles, ben, de pouvoir survivre. Et ce mécanisme, évidemment, il est toujours présent. Et il est toujours ancré dans notre cerveau limbique, dans notre cerveau dit reptilien. Donc il y a toujours une part de nous, évidemment, qui est à l'affût de toute forme de danger potentiel. Sauf que nous, contrairement à l'animal, notre cerveau s'est développé plus loin. Hein, on a notamment ce néocortex qui appréhende la réalité d'une toute autre façon, qui a développé l'analyse et donc qui a tendance, hein, comme on en a déjà parlé, à se perdre dans un monde de pensée, un monde de concepts. Alors, bah déjà on pourrait partir du petit bébé, du petit enfant que nous étions,
qui n'avait pas encore justement sa capacité d'analyse qui était développée. Alors, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que la capacité d'analyse va se développer? Eh bien, c'est parce que notre cerveau, qu'on pourrait dire moderne, va engranger tout un tas d'informations. Notre mental va se développer jusqu'à donner une personnalité à laquelle on va s'identifier. Donc personnalité qui est remplie de concepts, qui est remplie de jugements, qui est remplie de croyances. Et ensuite, eh bien, on va vivre notre expérience humaine à travers le filtre de ces concepts, de ces pensées, de ces croyances. Mais de ce point de vue-là, on pourrait dire que le nourrisson qui vient de naître, en quelque sorte, il est vierge. Il n'a pas tous ces filtres conceptuels, il n'a pas ce filtre hyper puissant du mental, puisque celui-ci n'est pas encore développé. Il n'a pas encore suffisamment engrangé les données qui vont lui permettre de fonctionner, qui vont lui permettre d'appréhender le monde, d'appréhender la réalité. Alors, pour revenir à la comparaison avec l'animal, eh bien, comme l'animal, on a deux réactions préprogrammées face à ce qui va être perçu comme un danger. La fuite ou l'attaque. Alors on pourrait même parler d'une troisième réaction, mais qui est une forme de fuite finalement, c'est la technique de faire le mort. L'animal dans la nature qui fait le mort, qui ne bouge plus pour pas être vu ou pour pas attiser la rage de son ennemi. Et ça aussi, hein, c'est resté ancré en nous. Alors ça va pouvoir se manifester de plusieurs façons, mais ça tourne autour de ce qu'on appelle le figement, la personne qui va se figer. Et c'est une technique qu'on retrouve par exemple dans les cas d'abus. Les personnes abusées, tout d'un coup, elles ont l'impression qu'elles ne sont plus dans leur corps. C'est une façon d'échapper à la violence et c'est une façon de ne pas susciter plus euh, de danger, de ne pas activer encore plus le prédateur en faisant d'une certaine façon le mort. Et lorsqu'on était bébé, on pouvait ni fuir, ni attaquer. On était donc en totale dépendance pour notre survie. Et la survie de l'être humain, elle repose sur deux aspects fondamentaux. Il y a un aspect qu'on comprend tout de suite, qui est très rationnel, c'est l'aspect sécurité. Un enfant, un bébé, ne va pas pouvoir évidemment assurer sa sécurité par lui-même. Il ne peut pas se protéger d'un danger, pas plus qu'il peut se protéger du froid, par exemple. Mais il y a un autre aspect qui est vital. Et cet aspect, c'est l'amour, l'affection, la tendresse qui vont avec. Alors ça peut paraître plus abstrait, mais c'est quelque chose, par exemple, qui a été bien observé dans les cas de catastrophes naturelles ou de guerre, quand vous aviez des bébés qui se retrouvaient orphelins. Eh bien, des personnes allaient les déposer, par exemple, dans un couvent. Eh bien, même si les religieuses nourrissaient ces enfants, ils avaient tendance à se laisser mourir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne recevaient plus d'amour, ils ne recevaient plus d'affection, ils ne recevaient plus d'attention. Donc pour résumer, on a deux besoins vitaux pour notre survie qui sont l'amour et la sécurité. Et puisque le bébé, quand il arrive, il ne peut pas répondre à ces deux besoins par lui-même, eh bien il va les projeter à l'extérieur. Et ça, c'est un fonctionnement qui s'est ancré dans la psyché humaine depuis des générations et des générations et des générations. Donc il est profondément engrammé dans l'inconscient collectif humain. Et c'est ce qui fait que de nos jours, les enfants naissent toujours avec ce besoin de projeter l'amour et la sécurité à l'extérieur. Et en l'occurrence, eh bien,
sur leurs parents. Ça veut dire que l'enfant, dès sa venue au monde, il va rechercher l'amour et la sécurité à travers ses parents. Alors, plus précisément, il va surtout rechercher la sécurité du côté du père et l'amour du côté de la mère. Donc, on pourrait dire qu'on s'est construit sur ces deux croyances fondamentales, à savoir que la mère essentiellement représente l'amour et que le père représente la sécurité, et donc qu'à travers eux, eh bien, il y a la garantie de notre survie. Le problème, par la suite, c'est lorsque la réalité que nous expérimentons vient, en quelque sorte, contredire, vient à l'encontre de ces croyances-là. Alors pour commencer, on peut prendre un exemple extrême. Imaginons une personne qui a affaire à un père violent. Donc dans la réalité, son père est une menace pour son intégrité physique, son intégrité corporelle, même son intégrité psychique, une menace pour sa survie. Donc là, la personne, elle est confrontée à un paradoxe énorme. Elle a en elle la croyance que son père est le garant de sa survie et elle a besoin de s'accrocher à cette croyance pour sa survie, mais dans la réalité, elle a un père qui est un danger pour sa survie. Mais le paradoxe, il peut être plus subtil que ça. C'est-à-dire que la personne, elle peut sentir un manque de sécurité à partir du moment où son père est tout simplement pas très présent. Par exemple, un père qui travaille sans arrêt, un père qui ne s'occupe pas beaucoup de ses enfants, un père qui ne passe jamais de temps avec ses enfants, qui ne joue pas avec eux, qui ne les aide pas pour les devoirs, ou un père qui va faire des préférences, c'est-à-dire qu'un enfant il va sentir que son père il préfère sa sœur ou son frère. Bien, dans tous ces cas, la personne elle va sentir un manque, elle va sentir que son père ne lui donne pas la sécurité dont elle a besoin, la sécurité à laquelle elle aspire. Mais évidemment, c'est très inconscient comme processus. En tout cas, dans tous ces cas, la personne est effectivement confrontée à un paradoxe. Et bien sûr, la personne va devoir résoudre tout paradoxe qui se présente à elle. Une personne qui n'est pas en mesure de résoudre un paradoxe, elle va se scinder et c'est là qu'elle va tomber dans le domaine de la psychose. Heureusement, la plupart du temps, elle va pouvoir trouver des solutions. Alors la première solution, la plus évidente, celle qui va émerger peut-être de la façon la plus spontanée, c'est que la personne va mettre l'expérience négative de côté. Elle va pratiquer ce que les psys appellent un refoulement, elle va se faire oublier, elle va mettre les choses sous le tapis, elle va faire comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça que vous voyez les personnes qui ont subi les plus gros dysfonctionnements, elles vont avoir tendance à oublier énormément de choses de leur enfance. Mais le refoulement, ça fonctionne vraiment, ça n'a intérêt que de façon ponctuelle. Parce que justement, quand les traumas sont trop importants, ou simplement par le fait que ça se répète sur la durée, si la personne ne veut pas refouler tout ce qu'elle vit, et donc là aussi finir par se déconnecter de la réalité, eh bien il va falloir qu'elle trouve une autre solution. Et la seule solution qui reste pour éviter la psychose, eh bien ça va être de tomber dans la névrose. Alors concrètement, eh bien, ça veut dire que la personne va être amenée à s'accuser des comportements de ses parents. Donc si on reste sur l'exemple que je vous donnais, par rapport au manque de sécurité du père, eh bien la personne, au fond d'elle, elle va s'accuser du manque de sécurité qu'elle reçoit de son père. Donc en gros, bien, elle va se dire, si papa ne me donne pas la sécurité, c'est pas que papa est défaillant, hein, puisque je vous rappelle, elle a à tout prix besoin pour sa survie de continuer à croire que son père peut garantir sa sécurité. Donc au fond d'elle-même, elle va se dire, si papa ne me donne pas la sécurité, c'est pas que papa
est défaillant, c'est pas que papa n'est pas sécurisant, c'est que moi, je ne mérite pas cette sécurité. Alors évidemment, hein, il y a des croyances plus spécifiques à partir de là. La personne qui a été violentée par son père, eh bien, elle va s'accuser de la violence de son père. Hein, c'est pour ça, par exemple, hein, souvent on voit que des gens qui ont été violentés pendant leur enfance ont tendance à reproduire, alors déjà reproduire eux-mêmes des schémas de violence, puisque en quelque sorte ils ont mis en eux la violence de leur père, mais également à revivre des situations où eux-mêmes vont être violentés, puisque au fond d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux, ils pensent qu'ils méritent cette violence. Eh bien, ces croyances dysfonctionnelles, ces croyances erronées, on pourrait appeler ça tout simplement des mensonges. La personne se fait croire qu'elle ne mérite pas la sécurité, la personne se fait croire qu'elle est violentée, etc., etc. Or, si ces mensonges, pendant notre enfance, ils arrivent pour nous donner l'illusion de la sécurité et de l'amour, et donc pour garantir notre survie, ben le problème c'est qu'une fois qu'ils sont engrammés dans notre psyché, à moins de faire un travail très spécifique, ils y restent. Et donc à partir de là, ils sont comme un filtre à travers lequel la personne va percevoir toutes ces expériences. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, une personne va revivre des situations de violence parce que au fond d'elle, elle croit qu'elle mérite cette violence. Et ce filtre donc va l'amener à être attiré par exemple par des personnes violentes, ou elle va l'amener à pousser des gens à des formes de violence pour pouvoir revivre cette violence. Elle va tout faire, par exemple, pour que les gens la trouvent insupportable, pour que les gens la détestent, pour mettre les gens à bout, pour finir par revivre ces formes de violence. Et parce que si la réalité lui propose autre chose que ça, ça veut dire que son mensonge est faux, et donc ça veut dire que le problème venait de son père, et ça c'est extrêmement compliqué à aller voir, surtout par soi-même. Eh bien les peurs illusoires dont je parlais, elles viennent de là. Quand vous avez par exemple une personne qui s'est construite sur une grosse insécurité, eh bien tout ce qui va être associé symboliquement à cette insécurité va venir réactiver sa peur. Alors il y a des symboles très forts qui sont engrammés dans l'inconscient collectif. Le manque d'argent. Si la personne juge qu'elle n'a pas assez d'argent. Et ça aussi, ça dépend des symboles sur lesquels elle s'est construite. Si elle avait un père qui n'avait pas du tout d'argent, on pourrait dire que la frontière va être très basse. Mais si elle a un père qui avait beaucoup d'argent, la frontière va peut-être être autre. Mais dans tous les cas, elle va associer des symboles à cette insécurité sur laquelle elle s'est construite. Par exemple, si elle avait un père qui avait tendance à la dévaloriser, à lui montrer qu'elle en faisait jamais assez, qu'elle avait jamais assez de bonnes notes, etc., eh bien, elle aura peut-être par la suite dans sa vie, et plus spécifiquement dans son travail, l'impression qu'elle n'en fait jamais assez, et toujours sentir une forme d'insécurité par rapport à ça, ou l'impression qu'elle n'accumule jamais assez de biens matériels, qu'elle n'accumule jamais assez d'argent, etc., etc. Il y aura une insécurité profonde. Et donc, vous voyez que tout ça, ça la sort de la réalité. Elle n'est que dans la symbolique, c'est-à-dire des choses qui vont faire écho à ce qu'elle aura vécu. Alors pour bien comprendre les symboles, je vous donne un exemple tout simple. Imaginons une personne qui
qui a été trahie par une de ses meilleures amies quand elle était enfante ou adolescente. Et cette trahison, peut-être, voilà, cette amie lui avait piqué son chéri. Eh bien, la personne, après, admettons, elle a une bonne amie, une très bonne amie même, mais un jour, elle commence une relation sentimentale, sa relation devient sérieuse, et bien tout d'un coup, cette situation va faire symboliquement écho à ce qu'elle avait vécu quand elle était plus jeune. Donc à chaque fois qu'elle va voir son amie, qu'elle considérait pourtant comme une très bonne amie, être présente lorsque son chéri est aussi présent, ou parler avec son chéri, ou échanger le numéro de téléphone avec son chéri, ou échanger un message sur un réseau social, eh bien ça va faire écho à la première trahison qu'elle aura vécue et ça va réactiver sa peur, ça va réactiver sa blessure. Alors que là, dans la réalité, il n'y a peut-être absolument aucun souci. C'est-à-dire que cette personne est bienveillante, elle n'a aucune intention de lui piquer son chéri, il n'y a voilà, aucune attirance particulière entre les deux. Simplement, cette situation, c'est comme un élastique qui a été tendu et qui va la renvoyer en arrière dans le passé, tout simplement parce que le symbole joue, le symbole lié à la similitude de l'expérience et qui sort de la réalité de la situation. Hein, pareil, il me semble que j'avais déjà pris cet exemple dans une autre vidéo, mais imaginons une personne qui a eu un gros problème avec quelqu'un qui était roux. Comme il n'y a pas beaucoup de roux dans notre société, eh bien ça va devenir un symbole. Donc la personne, à chaque fois qu'elle va rencontrer un roux, elle va être méfiante, elle va être sur la défensive. Vous voyez, c'est juste le symbole qui joue et qui sort de l'expérience. Eh bien, ces fameux 92% de peur illusoire, vous comprenez maintenant qu'ils nous renvoient à ça. Ce sont des situations qui vont faire symboliquement écho à des peurs, à des blessures qui ont été créées dans le passé. Et ça nous sort de la réalité. Il n'y a plus de lien avec le réel. Alors pour prendre conscience de ces peurs, et peut-être plus encore pour prendre conscience des mensonges qui ont été construits, je vous avoue que c'est pas évident. C'est pas évident de le faire soi-même puisque ça correspond à des zones d'ombre, à des choses qui ont souvent été refoulées pendant l'enfance. D'ailleurs, hein, si certains se demandent un petit peu ce que je fais exactement comme travail, on pourrait dire que ça a justement été ma spécialité ces dernières années, d'aller plonger dans cette partie cachée de l'iceberg pour découvrir les peurs inconscientes de la personne et pour découvrir les mensonges sur lesquels elle s'est construite. Alors il est possible aussi de découvrir certains mensonges par soi-même, mais souvent les plus profonds, ils sont dans ce qu'on appelle la tâche aveugle. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce principe de la tâche aveugle. Pourquoi on utilise cette expression? C'est tiré du fonctionnement de l'œil de l'être humain. Hein, l'œil, il perçoit la lumière qui passe à travers notre pupille et puis qui va être captée au fond de l'œil par des cellules particulières, des cônes qui réagissent à la lumière. Et ensuite, ce signal va être transmis à travers le nerf optique jusqu'au cerveau qui va pouvoir remettre l'image dans le bon sens et puis ensuite l'interpréter. Alors, je ne suis pas spécialiste du fonctionnement de l'œil humain, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est parce que
Donc l'œil est relié au cerveau par le nerf optique et justement au fond de notre œil, comme il y a cette connexion au nerf optique, à cet endroit-là, il n'y a pas de cellules photosensibles. Et donc au centre même de notre œil, on ne perçoit pas la lumière au fond de notre œil. Donc ce qui veut dire que ce qu'il y a droit devant nous, on ne peut pas le voir. Mais on ne voit pas qu'on ne voit pas. Puisqu'on a deux yeux qui perçoivent sous un angle différent, donc ça permet au cerveau de reconstituer l'image, et puis le cerveau garde aussi en mémoire ce qu'on a vu, la fraction de seconde avant de bouger les yeux, etc. Donc notre cerveau va reconstituer une image. Alors que ce qu'il y a droit devant nous, en fait, on ne peut pas le voir. Bien, le principe de la tâche aveugle dont je vous parlais, c'est exactement la même chose. Ce qu'il y a de central en quelque sorte dans notre structure, il est très difficile de le voir par soi-même. Et c'est pour ça que souvent il y a besoin d'aide. Alors d'ailleurs, je précise que au-delà d'aider la personne à prendre conscience des mensonges, des peurs sur lesquelles elle s'est construite, évidemment, l'intérêt c'est ensuite pouvoir s'en libérer. Et donc, pour faire simple, l'idée c'est qu'on va pouvoir retourner en quelque sorte le fonctionnement du mental contre lui-même. Donc ce fonctionnement qui fait qu'il a créé des mensonges, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir s'en libérer. Alors peut-être que j'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça en détail dans une autre vidéo. Là, c'est pas le but aujourd'hui. Et une fois que ces énormes filtres ont été libérés, eh bien, le rapport au réel peut changer complètement. On va pouvoir beaucoup plus facilement reprogrammer le mental avec des croyances constructives, positives, puisque c'est un petit peu comme si on avait nettoyé le système d'exploitation de tous ces parasites, de tous ces virus. Donc à partir de là, le système d'exploitation va être en mesure d'utiliser de nouvelles applications positives. Et puisqu'il n'y a plus ces filtres, il est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec sa partie sensible, sa nature intuitive, sa créativité également. En tout cas, déjà ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle, pour l'instant, c'est de prendre conscience de toutes ces peurs illusoires qui vous animent. Au quotidien, vous avez sûrement des tas de peurs, plus ou moins fortes évidemment, mais des tas de peurs qui émergent, des tas d'insécurité, dès que vous sentez une angoisse, dès que vous sentez un stress. Allez voir la peur qu'il y a derrière et commencez à prendre cette habitude de vous poser la question, là, est-ce que dans la réalité, il y a un danger pour ma survie ? Là, est-ce que je suis confronté à un danger immédiat pour ma survie, pour mon intégrité physique, pour mon bien-être ? Bien, vous verrez que dans l'immense majorité des cas, la réponse sera non. Et donc à partir de là, vous savez que vous êtes simplement confronté à une peur symbolique, une peur illusoire, c'est-à-dire que la situation présente fait écho à quelque chose qui a été engrammé dans votre structure. Eh bien, c'est déjà énormément aidant de réaliser ça. De réaliser qu'il n'y a pas de danger dans le réel. Ça permet déjà à votre cerveau de quitter ce mode survie et à partir de là, il est plus facile, vous avez les idées plus claires pour trouver une solution à votre problème si effectivement dans la réalité il y a une forme de problème, parce que vous verrez que très souvent il n'y aura même pas de problème dans la réalité. Par exemple, une personne vous dit quelque chose ou imaginons, j'ai déjà vu ce genre de situation, une personne, vous lui dites bonjour, vous faites un salut à votre voisin, puis il ne vous répond pas, et là la personne elle va revivre le rejet, elle va revivre une blessure, elle va se sentir mal, ça va peut-être activer de la colère vis-à-vis de son voisin, alors que dans la réalité, peut-être son voisin l'a
tout simplement pas vu, il n'a pas fait attention, il a été aveuglé par un rayon de soleil, ou il était en train de penser, il était tellement perdu dans ses pensées, ou dans ses propres soucis, dans ses propres peurs, qu'il n'a tout simplement pas fait attention. Et donc vous voyez en permanence quel point vous pouvez avoir tendance à être déconnecté du réel. Et donc il y a plein de situations où vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez ressentir de la peur, vous pouvez ressentir des émotions fortes, alors qu'il n'y a même pas de problème dans la réalité. Et si jamais il y a un problème dans la réalité, comme je vous disais, le fait de réaliser qu'il n'y a pas de danger pour votre survie, que la peur, elle est illusoire, eh bien ça permet de vous rassurer, de vous poser un peu plus intérieurement, même si vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Et ça permet déjà de prendre de la distance par rapport à la situation et vous donne de meilleures chances de trouver une solution efficace au problème. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura déjà pu bien vous éclairer sur ce sujet central de la peur. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr en mettre sous la vidéo. Je serai ravi d'échanger avec vous. Et bien entendu, si vous avez besoin, si vous sentez qu'il y a des choses qui coincent justement pour vous, qu'il y a des peurs qui sont bien présentes, vous sentez qu'il y a des mensonges qui sont très certainement présents mais vous n'arrivez pas à les identifier seul, n'hésitez pas à consulter. Alors bien sûr, vous pouvez faire appel à moi, mais vous pouvez aussi appeler d'autres personnes, écouter votre ressenti. Et écoutez, au plaisir de vous retrouver bientôt. Je vous souhaite une très belle exploration, encore une fois, de votre conscience et de tout ce qui se passe en vous. À bientôt. Oui, petite précision. Moi, il me semblait important de vous présenter déjà le cœur du problème pour que vous ayez une bonne compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et évidemment, euh, les peurs que vous avez structurées pendant l'enfance vont avoir tout un tas de ramifications. Elles sont un petit peu comme les branches d'un arbre qui se développent au fil du temps. À chaque fois que vous avez vécu des expériences qui venaient en quelque sorte bouleverser les premiers mensonges, les premières peurs que vous aviez, vous avez dû créer des mensonges, des peurs secondaires. Donc il y a tout un tas de ramifications, si bien que les peurs dont vous avez conscience souvent dans votre vie, il est possible que ce ne soit que des ramifications de ces peurs les plus profondes. On peut imaginer une personne qui a un souci dans le domaine professionnel, qui n'arrive pas à se positionner par rapport à ses collègues ou par rapport à son patron. En fait, ça va être qu'un développement de quelque chose de plus profond par rapport au manque de sécurité, par rapport au manque d'amour. Et c'est comme ça que vous pouvez même avoir des phobies qui vont apparaître avec le temps. Il y a des personnes qui n'avaient pas peur, je sais pas, moi, des araignées, et puis tout d'un coup, vers 25 ou 30 ans, elles se mettent à avoir peur des araignées. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'était de vous présenter le noyau du problème pour que vous arriviez à prendre déjà du recul dans votre existence quotidienne, à voir que les peurs qui se présentent à vous, eh bien, ce sont essentiellement des peurs illusoires. Il y a quelque chose qui se joue au niveau symbolique qui vous renvoie à quelque chose de plus ancien. Et oui, dernière précision autour de ce qui s'est structuré par rapport aux parents, il y a bien sûr le contexte familial, l'inconscient familial qui véhicule également certaines peurs, certaines mémoires traumatiques. Euh, mais voilà, même ça passe, ça vous a été transmis aussi par l'intermédiaire de vos parents. Et je précise que dans les accompagnements que je fais, je prends aussi en compte ces mémoires familiales qui ont souvent une grande importance. Voilà, en espérant que cet éclairage supplémentaire vous sera utile et à tout bientôt.